Je ne sais plus du tout quelle est ma taille de vêtements. Donc, j'ai commandé un sweat à numéro au-dessus. Je ne savais pas qu'il était au-dessus, je l'ai appris en recevant le pull. Mais j'ai sorti mes points karma parce que il faut que je vous parle de mon NaNoWriMo 2016. Et disons que mon karma a douillé à ce moment, mais c'était de la fantaisie en même temps. Alors, c'est comme ça. Euh, Normalement, parfois j'ai l'impression que j'ai écrit ça en 2018, mais non, c'est 2016. En 2016, je me suis lancée dans l'écriture de La dernière épouse. Ça s'appelait La dernière épouse parce que c'était une dernière épouse. Hello, Captain Obvious. C'était une dernière épouse, mais aussi parce que c'était le dernier roman de mon univers fantasy. Donc il y a des trous au milieu et j'ai rien complété entre temps, mais c'était le dernier roman de cet univers et après celui-là il n'y a plus rien parce que ça se passe pas uniquement 5 ou 10 ans après la fin de la première trilogie de La Souveraine Volée. Non, ça arrive genre 30, 40, 50 ans plus tard. Donc les héros, à ce moment-là, n'ont plus rien à voir avec l'histoire originelle. C'est totalement coupé des autres. Ça ne dépend d'aucune façon des histoires précédentes. Rien, 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 rien du tout. Et, euh, et ce n'est pas une famille royale qui est en jeu non plus. Donc c'est vraiment euh, une conclusion à part, sans vraiment être une conclusion, parce que le monde est en constante évolution il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Rien de ce qui, ce qui arrive après ce roman dépendra de mes personnages. Et pour cette histoire-là, euh, j'ai plongé dans un royaume qu'on mentionne parfois, on mentionne souvent dans les histoires précédentes. C'est une, c'est un royaume à moitié désertique. Et je sais pas, je n'y avais même pas pensé qu'il était dans le désert celui-là. Et il y a deux communautés qui s'affrontent, deux communautés rivales. J'ai pensé l'inspiration pour la rivalité venait de, par exemple, la Belgique, où il y a deux communautés qui parlent deux langues différentes et parfois ne se comprennent pas. Il se peut qu'un Belge ne parle pas les deux langues officielles, mais j'ai exacerbé ce trait-là. Donc je suis partie euh, d'une d'une réalité, d'une réalité qui existe pour nous, par exemple que ce soit les communautés, différentes communautés belges ou au Canada avec des Québécois qui ne parlent pas anglais par exemple, ou le reste des Canadiens qui ne parlent pas français. Donc c'était un genre de rivalité que j'ai tendu à l'extrême. Donc j'ai pris dans cette histoire, j'ai donné dans ce royaume tout ce qui pouvait les opposer, que ce soit la langue, que ce soit la culture, que ce soit les origines. Et avec le nouveau roi, il n'y a pas le concept d'extrême droite, mais c'est un roi plutôt extrémiste, qui est très pour son peuple à lui. C'est comme si on pouvait faire la comparaison avec l'arianisme, par exemple. Donc, ce conflit-là a toujours été présent en fond dans mes histoires parce que c'était sur le même continent, mais je n'ai jamais touché. Je n'y ai jamais touché parce que pendant la trilogie, par exemple, pendant
Taron et Sakranim, le roi du Tirankar, il essaye de résoudre cette affaire. Il négocie avec mon roi barbare, il est barbare rien que par la pensée, mais il n'est pas si barbare. Il est barbare. Et par exemple, son fils, le prince héritier, il s'entraîne avec le roi barbare parce que le roi se dit que le futur roi a besoin d'être intelligent pour les affaires, intelligent pour la gestion, mais intelligent en stratégie également. Et jusqu'à présent, c'est quelque chose qui manquait. Et une de ces stratégies, une de ses envies pour la réconciliation entre les deux communautés, c'est d'arranger le mariage de son fils, qui est encore un adolescent, qui est encore jeune, mais arranger son mariage avec une jeune fille qui appartient à l'autre communauté. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe dans la trilogie. Mais après, on ne sait pas ce qui arrive. Parce que de toute façon, ce n'est pas un problème pour mes personnages, pour mes héros. C'était pas ça. Donc c'est pour ça. Et comme c'est un problème qui dure dans le temps, parce que quand il y a des rivalités entre communautés, ce n'est pas quelque chose qui arrive en 2-3 ans. Non, ça prend du temps. Et ça dure jusqu'à ce que ça éclate. Mais ce n'est pas une question de quelques mois, quoi. Donc, quand je me lance dans une série, j'aime entrer graduellement dans l'histoire. J'aime, par exemple, présenter les personnages, présenter le fond avant de creuser ce fond-là. Par exemple, dans les contes d'Osler, que sont mes contes revisités, il y a dans Au sorbier et les oiseleurs, le premier tome, on ouvre tout juste la porte de ce qui se cache derrière, des fées marraines qui se cachent derrière. Dans le deuxième, on a une incursion sur l'ambiguïté de ces fées marraines qui peuvent peut-être ne pas être si bienveillantes que ça. Après, dans le troisième, on a encore un aperçu de ce qui peut arriver avec ces fées marraines. Dans le quatrième, on plonge un peu plus, et dans le cinquième tome, celui que je suis supposée réécrire maintenant pour le Nano 2021 et qui paraîtra l'année prochaine, ce sera 100% dans les coulisses. Donc on est parti d'un roman où on avait qu'un petit aperçu, vraiment juste en entrebâillant la porte, à un roman qui est 100% là-dedans. Et dans ma prochaine série, que j'appelle les alphas du désert, mais c'est un truc extrêmement réducteur d'appeler ça les alphas du désert, c'est que le premier roman, c'est une introduction également, mais ça se passe 99% à Paris. Donc il y a le fond, le désert qui est en fond de l'histoire, mais il faut arriver au deuxième roman pour plonger dans cette histoire, pour plonger dans le désert. Donc j'ai besoin, c'est intuitif, parce que, soyons honnêtes, je n'ai pas pensé à ça quand je me suis lancée dans l'écriture, parce que je suis jardinière, donc il y a des choses qui m'apparaissent pendant que j'écris. Donc, mais en y réfléchissant, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Avec ma fantaisie, j'ai également agi de cette façon-là. Dans le premier tome, j'ai mes deux pays qui sont voisins et rivaux, qui s'affrontent dans une guerre de plusieurs décennies. Et tout au fond, il y a une histoire d'un pays plus au sud dans le continent où ça ne va pas très bien. Dans le deuxième tome, on quitte le continent pour un empire, l'empire qui est la première puissance de ce monde-là. Donc on ouvre un peu plus les frontières, mais encore une fois, il y a toujours ce petit problème-là avec ce petit royaume-là au sud du continent qui est en train de... Et dans le troisième tome,
on a tellement entendu parler de ce petit pays-là, qu'on plonge dans cette histoire-là, qu'on va enfin découvrir ce qui arrive. Donc, c'est intuitif, c'est quelque chose que je fais sans même y réfléchir. Et parce que si j'y réfléchissais, si j'étais une architecte, peut-être que je n'y arrive pas aussi bien, mais on fait comme on peut. Donc, la dernière épouse, dans la 13e épouse, je crois que j'ai pleuré. Je crois que j'ai perdu un point karma rien que pour le passé de mes héros, parce que il y a surtout 3 héroïnes il y a quatre héroïnes dont on suit le point de vue et un héros. Et de ces 4 héroïnes, 3 héroïnes sont des rebelles. Elles vivent dans le désert et elles font partie de cette communauté qui a été bannie par le roi de ce moment-là. Et elles ont pris les armes à la mort de leurs parents parce que d'abord, ils ont envoyé leur père guerroyer, leurs pères sont morts. Ils ont envoyé les frères sont morts. Ils ont envoyé les mères sont mortes. Donc, on est arrivé autour des filles. Donc, ce sont des guerrières, mais dans le sens littéral du terme. Elles prennent les armes, elles traversent le désert s'il faut traverser, elles chassent s'il faut chasser, et elles tuent s'il faut tuer. Donc, c'est vraiment une histoire de survie, une histoire de résilience, parce qu'elles n'ont connu que ça depuis qu'elles sont bébés. Elles ont déjà la vingtaine, elles n'ont connu que ça. Et il y a cette traversée dans le désert, mais littérale. Elles traversent vraiment le désert pour sauver un des leurs, le compagnon d'une des 3 sœurs. Et elles sont fortes, elles sont marquées, mais elles ont envie de plus. Et je crois que je vais me mettre à relire mes histoires là. Il y a du spectacle du feu. Il y a des serpents. Il y a des arcs. Il y a des prisons souterraines. Il y a des batailles. Et je crois vraiment que je vais mettre ça dans mon cahier. Je vais mettre ça dans ma to-do list, dans les trucs à faire, replonger en fantaisie. Sérieusement. Il y a des histoires comme ça que, à force d'en parler, on a envie de replonger. C'est exactement ça c'est exactement de cette façon que je me suis relancée en 2009-2010 et que je me suis relancée en 2012 parce que j'étais plongée dedans dans mes corrections. Et là, en train de causer cette histoire-là, je suis en train de dire, je vais m'y remettre. Ça fait juste un an que je n'ai rien écrit du tout, mais ouais, il faut que je m'en remette.